Alors j'avais 30 minutes voilà. Normalement, et vu que tout se rétrécit, j'aurai 30 minutes aussi. Voilà. Mais on sera vigilant. Ouais. Alors quand je lis le titre que j'avais envoyé il y a quelques mois, j'ai du mal à comprendre ce que je vais vraiment raconter. En fait, quand on lit ça, on se dit il va nous parler de bio-inspiration, j'observe la nature, c'est trop bien, c'est trop beau, et en effet c'est trop bien, c'est trop beau, parce qu'on fait un métier où on est là pour rendre plus belle la peau, pour rendre plus beaux les mecs et plus belles les femmes. Et puis, simplement en s'inspirant, en regardant la nature et particulièrement la mer, parce qu'à Saint-Malo, c'est quand même pas mal, on se dit « waouh ». Et ce « waouh », il doit être super respectueux. Parce qu'on entend souvent, et vous avez beaucoup dans vos présentations ce matin, de parler d'éco-responsabilité, des grands principes des Nations Unies, et ça, c'est la première fois qu'on en entend parler ici de Bicorp, Nations Unies, etc. Et je trouve ça vraiment très bien, c'est une sacrée évolution dans ce qu'on vous enseigne aujourd'hui. On parle, et on a longtemps parlé de exploiter durablement les ressources naturelles. Mais c'est complètement anti-éthique. Le mot « exploiter », vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire ça des gens, et on continuera de dire ça des choses vivantes de la nature. Et bien en fait, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, en prenant quelques slides de Roland, merci Roland d'avoir parlé des mêmes choses que moi, je vais essayer de vous montrer, de témoigner de comment nous, Codif, on essaie de renvoyer à la balle à cette mer qui nous inspire et à ces océans qui nous donnent tant. Donc ce sera du témoignage, des exemples. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs, je ne dis pas que c'est la meilleure manière de faire, mais en tout cas, c'en est une. Et cette une manière, ou plusieurs manières, comme vous verrez, vous en pensez ce que vous voudrez, mais je vous la montrerai. Oui, il y avait ma slide et la slide, donc ça, je ne vais pas refaire l'introduction. Donc, vous voyez cette slide, c'est quand même classe. Hein. Regardez la gauche, la droite, pardon. Regardez la droite, c'est ça l'inspiration. Vous avez les macroalgues, avec plein de couleurs magnifiques, puis vous avez les toutes petites, les microscopiques, celles qui sont de forme et de géométrie, ça claque. Et tout ça, on doit l'observer avec beaucoup de respect et se dire de comment on peut s'en inspirer. Alors, tout à l'heure, Roland parlait de la biodiversité de la planète, etc., de la surface des océans. Bon, quelques chiffres, comme ça, vous serez sûr de bien connaître les chiffres et les nombres. 97% de la biodiversité de notre planète se trouve dans la mer. 97% du truc qui vit, c'est dans l'eau de mer. Waouh. 90% c'est invisible à l'œil nu. Et 1% seulement est connu. C'est à peu près les chiffres qui sont donnés. Roland l'a dit tout à l'heure, mais ça, 90% invisible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on se dit « Oh là là, on va faire gaffe aux algues, on ne va pas les écrabouiller, on va faire attention quand on les coupe », il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Donc le respect de la biodiversité passe aussi par le respect de l'invisible. Et Jules Verne, on avait les citations tout à l'heure de la directrice de l'école sur Jules Verne, les choses qui nous entourent, etc., dans l'eau de mer. Il le ressentait, c'était un ressenti sans en être certain. Notre Bretagne, il ne faut pas l'oublier, jusqu'à l'année dernière, je crois que c'était 2700 km de côte. Maintenant, c'est passé à 3500 parce que les vues satellites ont agrandi tout. Plein de circonvolutions, les abers, les petites criques, tout, c'est énormissime. Ça doit être un tiers, c'est ça ? Ouais, un tiers de du périmètre des côtes en Europe. La plus grande biodiversité, la Bretagne aux confins de l'Atlantique et de la Manche, qui donne des sites et des endroits, des mélanges d'eau de mer, d'eau douce assez incroyables. Et tout ça, c'est ce qui nous inspire au quotidien. Cette inspiration, sans tomber dans plein d'exemples que vous connaissez, faut quand même garder les choses en tête. Roland, tout à l'heure, parlait d'expériences qui ont été faites par des médecins au siècle dernier, au siècle d'avant. Il parlait du sérum de Quinton, et je vais vous parler de Alors, normalement, c'est gore, et on n'a pas le droit d'en parler, parce que ça ne se fait plus de faire des tests sur animaux. Mais je vais quand même vous en parler. Il avait fait un truc affreux,
il était persuadé que le- les liquides à l'intérieur du corps étaient très proches en composition de l'eau de mer, dilués, à ce qu'on appelle l'isotonie, 8 à 9 grammes par litre. Et le gars, il dit, allez, je vais prendre des singes, je vais les saigner. Ouais, ça ne va pas durer longtemps. Et après, tout le sang, jusqu'à ce que le sang ne puisse plus sortir, je vais remplacer ce sang par un sérum qui va être de l'eau de mer diluée à l'isotonie. Et puis, je vais voir ceux qui vivent pas. Et puis, il s'est rendu compte que grâce à ça, l'immense majorité des singes ont permis de revivre normalement, reconstituer leurs globules blancs, leurs globules rouges, parce que c'est un milieu vital dans lequel les cellules ont pu se développer. Voilà. Donc l'expérience un peu gore, d'un autre temps, mais ça montre quand même comment cette eau de mer, diluée à l'isotonie, a des effets fantastiques. Sur la peau, nous, et on est d'autres à l'avoir fait, on prend des épidermes, comme je pourrais vous montrer, on les met en présence de pollution, on les stresse, en présence d'UV, on parlait beaucoup de soleil tout à l'heure, hein. Et puis tout simplement, on les traite avec de l'eau de mer diluée à l'isotonie. Boum, on récupère de la vitalité. Donc, j'ai plein d'exemples comme ça. Et puis il y a quand même ce cliché-là. Celui du haut, c'est une coupe d'algues brunes. Celui du bas, c'est une coupe de peau. Alors, vous allez me dire, il fait le coup du marketing en disant que ça se ressemble, mais ça se ressemble quand même un petit peu. La seule grosse différence, c'est que dans la peau, on fait des couches de protéines pour se protéger, différenciation, stratum corneum, et l'algue brune, ou d'autres algues d'ailleurs, font des polysaccharides pour se protéger, se différencier, faire une peau de protection comme celle-ci, avec des cellules, avec de la différenciation. Donc il y a plein de similitudes. Et puis la dernière similarité, je pourrais vous en donner plein, c'est tout simplement le microbiote. Vous le savez, le microbiote, on en parle beaucoup, c'est d'une importance folle. Et ce microbiote, les analyses et les montrent globalement qu'il y a entre 70 et 75% de similitudes entre microbiote cutané et le bactérioplancton, donc un certain nombre de bactéries présentes dans l'eau de mer. Ouais, donc c'est que 70%, mais c'est quand même 70%. Sur votre peau, là, vous avez des petites algues bleues. Hein. Donc on n'est pas des schtroumpfs, mais on est petites algues bleues qui vivent dans un milieu salin, dilué à l'isotonie, qui ressemble au milieu marin dans lequel elles sont heureuses. Donc tout ça, ça nous inspire pas mal. Et puis ça nous inspire tellement qu'on se dit, allez, on va aller utiliser ou utiliser au mieux cette inspiration. Alors pour utiliser au mieux cette inspiration, on a plusieurs stratégies. La stratégie de prendre du sauvage, c'est ce qui naturellement est peut-être le moins cher, et c'est le moins cher. La stratégie ensuite de prendre de la culture, et la stratégie ensuite de faire de la biotechnologie. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Quand on veut prendre du sauvage, là on a l'exemple de la criste marine, est une magnifique algue, Cystosera tamaricifolia, qui est iridescente bleue quand elle est dans l'eau de mer, et quand on la sort de l'eau, elle est brune. Parce qu'on sait qu'elle nous intéresse par un certain nombre d'études, il faut explorer et pas exploiter. Il faut explorer en faisant quoi? Notre stratégie, elle est la suivante. Quand on a un programme de recherche sur une macroalgue, on a un programme en parallèle qui dure 3 ans, où on va envoyer un scientifique qui travaille avec nous depuis des années, explorer les différents sites où potentiellement on trouve cette macroalgue. D'accord ? Je parle de macroalgues non gérées par des réglementations, hein, parce qu'il y a des réglementations qui gèrent la récolte des macroalgues, comme les laminaires, les ceci, les cela, toutes celles qui font les grands polysaccharides, enfin les grandes algues qui font les polysaccharides. Et puis on regarde les spots, la présence, on évalue par dizaines de mètres carrés la biomasse présente, et puis on commence sur des petits échantillons à prélever. On étudie la biologie de l'algue, on commence à prélever, on coupe 5 cm, 10 cm, une touffe sur 2, enfin on regarde. Et puis on vient 6 mois plus tard, on vient 1 an plus tard, on refait les choses et ça dure 3 ans. Et on évalue comme ça plusieurs choses. On évalue la biomasse potentiellement disponible en ramenant ça à des surfaces, d'accord. Et la deuxième chose, on évalue quelle est la meilleure manière de récolter qui ne va pas faire diminuer la biomasse
à condition que le climat reste le même, hein, je le dis bien, c'est pour ça qu'on doit réévaluer les choses tous les 5 ans, et peut-être même parfois qui favorisera la repousse. On a des zones pour lesquelles la manière de couper, un peu comme dans notre jardin, hein, on fait du jardinage là. En fait, on essaie de faire du jardinage, du sea gardening. Essayons de couper différemment et peut-être qu'on va avoir plus de biomasse l'année suivante. Une fois qu'on a ça, ça nous permet d'écrire clairement les méthodologies, les lieux, et de travailler avec des récoltants. Ces récoltants doivent suivre les modes opératoires, doivent suivre les protocoles, doivent avoir la traçabilité. On parlait de durabilité, de sustainability, RSE, tout à l'heure vous en avez parlé, donc traçabilité, hein, traçabilité. C'est pas un vain mot, c'est important. Je l'ai prélevé où? Quoi? Comment? Adhérer à une politique RSE. Adhérer à une politique RSE, c'est réciproque. Je parlais de renvoyer la balle à la nature qui nous aide. Renvoyons la balle aux récoltants qui nous aident. Donc des programmes, des engagements sur 3 ans, sur 4 ans, c'est aussi ça la cosmétique. Et puis, et aujourd'hui, on a 98% de nos partenaires récoltants qui ont signé ces chartes et qui suivent avec des contrôles la manière de récolter. Mais, ouais, donc un petit exemple de Cystoxera tamaricifolia de bon sens. Déjà, cette algue, elle n'est pas très profonde, mais elle n'est pas très simple à aller les récolter. Donc on peut se dire, on y va en bateau, youpi youpla, avec un petit machin à moteur ou un bateau électrique, et puis on va sauter dans l'eau, et puis on va essayer de plonger un peu, se mettre la tête dessous. Non, tout simplement non. On attend les grandes marées. Là, il y a 10 cm, c'est peut-être 30, 40 cm, on y va à pied. Pourquoi y aller à pied? Parce qu'en y allant à pied, on voit à peu près où on marche. On ne voit pas le microscopique, mais on voit à peu près où on marche. On traîne les petits bateaux à fond plat, c'est pas comme tout à l'heure le groupe là, avec le petit bateau qui est venu, parce que celui-là il prendrait l'eau, là il flotte. Bateau flottant que l'on tire, donc pas de moteur, rien du tout, fond plat, rien n'est abîmé. Et puis la manière dont on a déterminé la bonne manière de couper, c'est les pousses de l'année. Les pousses de l'année coupées au couteau, artisanat, l'artisanat, la main. La science nous aide à décider, la main, l'œil, nous aide à faire. C'est ce qu'on ne doit pas oublier. L'homme est au centre de la biodiversité, à la fois pour l'aider et pour qu'il nous aide. On garde les parties épiphytes en place. Alors épiphytes, vous savez certainement, mais en gros c'est des plantes qui poussent sur des plantes sans qu'il y ait une compétition. Parfois même, il y a ce qu'on appelle de l'allélopathie, où les plantes cèdent. L'allélopathie, je vais quand même vous dire ce que c'est. C'est un principe qui fait que certaines plantes excrètent des molécules pour influencer positivement et parfois négativement les autres plantes. Hein. Voilà, c'est holobionte, allélopathie, ça se passe comme ça. Et puis, donc coupé à la main. Et puis, il y a un truc que les récoltants d'algues connaissent bien ici, c'est que très souvent, historiquement, les algues étaient chargées dans les bateaux, sont amenées à quai, sont rincées, étaient rincées à l'eau de mer, à l'eau douce, alors là c'est le pire parce qu'on flingue tout, et aussi à l'eau de mer. On ne flingue pas ce qu'il y a dedans, mais ce qu'on fait en faisant ça, c'est que toutes les petites bestioles, parce qu'il y a une flopée de bestioles hein, qui vivent sur les macroalgues, elles crèvent. Elles crèvent, elles sont sur le quai ou elles vont être balancées dans le port, et on perd une immense partie de la biodiversité. Là c'est tout simple, hein. Tu prends l'algue, j'imite bien l'algue qu'on rince, on la rince à l'eau de mer, sur place. Donc tous les spores, les épicipes, les microalgues, les petites crevettes, tous les organismes restent sur place, sans pas bouger. On ne fout pas en l'air la biodiversité. Enfin, l'impact est quand même nettement inférieur. Ensuite, on fait un séchage naturel, et ensuite, etc., etc. Je vous parlais tout à l'heure de ces récoltes sauvages, mais il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Si à l'évaluation de la biomasse disponible, on se rend compte que ça va être supérieur à 20% du tonnage dont on aura besoin dans les 5 à 10 ans, on commence un programme de culture, parce qu'on estime que trop de risques. Et c'est un principe tout simple. Hein. Vous pouvez décider que ce soit 15, 25. Le principe, c'est de décider. On commence un programme de culture. Alors, il y a plein de programmes de culture qui existent. Il y a des programmes en mer, en raceway, en photobioréacteur. Je vais vous prendre un exemple qui est ah ouais, il y a une vidéo là.
J'ai oublié la vidéo. D'un problème de culture en mer, où ça se passe ici dans la Rance, où on travaille sur la culture d'Undaria pinnatifida. On en parlait tout à l'heure de Bassanto. Là, ça se passe entre Saint-Malo et Dinard, pas loin de Saint-Suliac, où on cultive ces macroalgues de manière magnifique. Alors, comment on le fait? Ce qui nous intéresse, nous, et c'est important dans le développement de nos actifs, c'est ce qu'on appelle le mécabou. C'est-à-dire, c'est pas toute l'algue. Dans l'algue, vous avez le crampon, un espèce de truc tout tourbichonné, qui est le mécabou, et puis vous avez le reste de l'algue. Le mécabou est intéressant pour nous parce que c'est là où on a découvert un certain nombre de principes actifs plus riches, des sucres d'intérêt, etc. Donc, la première chose, c'était de se dire, on va cultiver sur corde. C'était une technique connue, dans une zone qui est bio, contrôlée, sur des cordes qui flottent, dans une concession privée, donc interdiction de la navigation et de la pêche, les eaux glacées baies, donc ça c'est plutôt bien, c'est contrôlé. Et puis, cette méthode de récolte, elle commence par une méthode de culture en labo. Donc, une espèce de cercle, on parlait de 360, là on va y être dans le 360, au moins une slide qui va avec mon titre. C'est-à-dire qu'on va, lors des récoltes, on va récolter des spores, parce que au moment des récoltes, il y a spontanément des spores, on va les mettre en culture au labo, on va faire ce qu'on appelle des gamétophytes, c'est-à-dire il y a du mâle et de la femelle, c'est des bébés algues pour faire simple, qu'on va ensuite mettre à maturité sur des petites cordelettes, et ensuite les amener vers septembre-octobre sur les cordes. C'est microscopique, en avril on récolte, à la main, des algues qui font 1,50 m à 2 mètres de long. Donc je reviens sur à la main, toujours le à la main. Je le redis, hein, dans une ère de mécanisation, la main et l'œil est seule manière de respecter le mieux la nature, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Alors il y a des grandes algues qu'on ne peut pas faire autrement que de mécaniser, hein, les laminarias, etc., extrêmement difficile de faire autrement, mais là, on travaille dans l'orfèvrerie, on n'a pas besoin de 250 milliards de tonnes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'il n'y ait pas de dérive, on crée des lignées de gamétophytes. Des lignées de gamétophytes issues, ce que je vous disais tout à l'heure, des spores que l'on récolte lors de la récolte des macroalgues. Les parents sont sélectionnés sur des critères morphologiques lorsqu'on fait les récoltes elles-mêmes. Autre truc, je vous ai dit, on prend que le mécabou, mais on fait quoi du reste? Le mécabou, c'est bien, on fait un extrait à queue, boum, on a un coproduit, on fait un extrait vidéo CO2 supercritique, boum, ce coproduit, on va l'envoyer en compost, c'est génial, mais toute la partie qu'on ne prend pas, celle-là, elle va en food. Donc c'est un partenariat qu'on a avec une société qui s'appelle Seaweed, et lui qui vend le reste en food. C'est couillon, hein, mais c'est des principes simples auxquels on peut adhérer. Les impacts sur l'écosystème, on peut se poser des questions. C'est une belle pompe à azote, c'est-à-dire que quand il y a la mortalité, les algues tombent, les algues repompent de l'azote dans l'eau de mer, permettent de grandir, donc pas du tout d'intrants, hein, pas de fertilizer. C'est une production d'oxygène et c'est une pompe à CO2. On a fait un calcul approximatif qui montre que notre concession, enfin que la concession sur laquelle on travaille, pompe à peu près 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Bon, c'est quoi 2 tonnes? Notre entreprise, on a fait bilan carbone 1, 2 et 3. 1, 2, c'est le bazar qu'on fait dans notre usine. Hein. 3, c'est le bazar qu'on fait avec tout ce qui arrive de l'extérieur et tout ce qu'on expédie. Notre 1 et 2, c'est 60 tonnes, c'est pas beaucoup. Le 1, 2, 3, c'est 6000. Donc je ne le dis pas. Mais le 3, c'est toujours énorme dans une entreprise. Mais déjà, 1 et 2, notre activité industrielle. Ne serait-ce que cette culture-là, même si on n'a pas le droit de faire le calcul comme ça, c'est 2 tonnes sur 60 tonnes, c'est 3%. Rien que ça, ça nous permet de contrebalancer un tout petit peu, mais c'est les petits peu qui vont faire de grandes choses. Voilà, ça c'est une approche simple. Ce sont des exemples et ça marche. Et puis des fois, c'est pas du tout possible de cultiver en mer, c'est pas du tout possible de récolter. Parce que c'est tout petit, parce que c'est microscopique, ou parce que ça ne se fixe pas sur des cordes, ou parce que c'est pas possible.
Et on peut faire appel à des programmes de ce qu'on appelle des programmes de biotechnologie, c'est-à-dire que c'est de la biotechnologie, parce qu'on considère que les biotechnologies mimant ce qui se passe dans la nature, on n'est pas là, nous on a décidé de ne pas faire de GMO, etc. On fait des processus qui miment ce qui se passe dans la nature. Donc on considère que ce sont des biotech qui sont l'écologie du futur, parce que l'impact est très faible, comme vous allez le voir, et parce qu'on obtient des produits qui finalement matchent encore mieux avec ce dont on a besoin en cosmétique. On a besoin de reproductibilité, de répétabilité. Et les biotechnologies ou bioécologie, ça répond vachement bien à ça. Alors, je vais vous donner un exemple qui est assez fou. L'exemple de Jania rubens. Jania rubens, c'est une petite algue corallinacée, un tout petit buisson qui fait 1 ou 2 cm de haut, qui est merveilleux, qui est souvent dans les petites mares à marée basse, au milieu de centaines d'autres espèces d'algues. Il y a nous, 20 ans, on avait travaillé là-dessus et on avait découvert que le calcium de cette algue corallinacée, donc algue calcaire, était extrêmement biodisponible pour la peau, donc par rapport à plein d'autres calciums. Et pas que. Enfin, le seul problème, c'est que c'était génial, mais je pouvais en récolter 2 grammes avec une autorisation, mais si je voulais plusieurs centaines de kilos, pas possible, parce que je fous en l'air la biodiversité. Et surtout, il est accroché au rocher, donc il est grand comme ça, et pour repousser, ça met 2 à 3 ans. Donc le programme capote. Et puis ça ne se cultivait pas, et puis finalement on a lancé un gros programme de travail, où on s'est dit, on a travaillé sur des spores, les moyens de reproduction, etc. Et puis en fait, on a fait du bouturage. C'est-à-dire qu'on prend un tout petit fragment de Jania, un fragment tous les ans, 1 à 2. Et ce fragment, il faut savoir que c'est une algue qui se développe de manière dichotomique, c'est-à-dire que ça se fragmente et ça se sépare comme ça. On se rend compte qu'on est capable de faire qu'il se fragmente comme une bouture à la maison. Vous savez, vous coupez une plante, vous la mettez dans l'eau et puis ça pousse. Bon, c'est pas si simple que ça. On travaille sur des boîtes de pétri, ensuite sur des flasques, et puis ensuite en photobioréacteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un principe de gaz lift. Les algues utilisent la lumière et l'oxygène comme nutriment. La lumière est un nutriment extrêmement important pour ces algues-là. Photobioréacteur, gaz lift, donc ça bouge. Les petits fragments finissent par se transformer en pompons. C'est ce que vous voyez ici. En pompons parce que ça bouge statistiquement et ça chope la lumière de manière équivalente. Et ça fait une Jania rubens grande comme ça au bout de 2 mois. Avec un fragment, on fait plusieurs centaines de kilos. Un seul fragment, un seul prélèvement. Ce qui est super bien, c'est que tout le monde dit que les algues, ça pue quand même. Hein. Et c'est vrai que les algues dans les cosmétiques, vous avez tous travaillé avec des extraits d'algues, dont les nôtres. Il y en a certains pas faciles à formuler. Souvent, ça se sent un peu parce qu'on ne fait jamais les extraits des algues pures. Les algues ont leur microbiote, leur holobionte, tout ce qu'il y a autour, des petits animaux, des petits ceci, des petits là. Et plus il y en a, plus ça donne cette odeur un peu fishy. Et plus vous avez une algue buisson, plus il y en a à l'intérieur. Sauf que là, on travaille sur un fragment pur. Rien. Aucune algue. C'est-à-dire qu'on a un Ninki qui est vrai, c'est vraiment Jania rubens extract, alors que, bon, d'accord. Et c'est surtout qu'il n'y a aucune impureté venant contaminer. C'est-à-dire qu'on a, organoleptiquement, on a un truc vachement différent. Donc on est extrêmement fiers de cette méthode de culture, parce qu'à partir d'1 fragment par an, on a plusieurs centaines de kilos et on obtient quelque chose de beaucoup plus pur. Alors tout ça sont des exemples, d'expériences personnelles, personnelles au sens de l'entreprise. Mais est-ce que finalement ce qu'on fait c'est bien? Parce qu'on peut être vachement fier de ce qu'on fait, et puis finalement que ce ne soit pas bien. Hein, on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Donc il faut toujours avoir des organismes extérieurs. Et quelles que soient vos activités, il faut toujours se dire à un moment, même si ça coûte de l'argent, je vais me faire contrôler par l'extérieur pour me guider. Je ne vais pas rentrer dans tout ce que je décris ici parce que ça va durer trop longtemps. Il y a un organisme qui s'appelle l'UEBT, Union for Ethical Biotrade, qui est une ONG pragmatique. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui, quand vous êtes membre, vous n'êtes pas membre en payant, vous êtes membre parce qu'on vous a audité, enfin on vous a diagnostiqué, ils ont vu que l'entreprise avait un certain nombre de choses. Et puis vous avez l'obligation d'être positif pour la biodiversité de la planète.
biodiversité végétale, animale, humaine. Et on vous oblige, sur les programmes de 3 ans, à mettre en place des programmes, des filières, des actions pour l'homme, des actions pour l'animal. Et au bout de tous les 3 ans, on a l'obligation de remontrer notre copie. C'est-à-dire qu'on avait mis des actions en place qui étaient des vraies conneries. Enfin, ils ne nous l'ont pas dit comme ça, mais on l'a vite compris. Et ce genre d'organisation qui ne vous audite pas, mais que vous diagnostique, je pense qu'on est un certain nombre à bosser avec l'UEBT ici, ça nous aide vraiment. Donc, UEBT, membre. Prendre soin de l'eau, ouais, bah oui. L'eau, on en consomme quand même beaucoup en cosmétique, hein, surtout pour nettoyer, désinfecter. Donc, programme de diminution de la consommation d'eau, parce que ça aussi, ça a un impact sur la mer derrière. Programme de purification de l'eau par des plantes. EcoVadis, vous n'êtes pas encore confrontés, vous les jeunes, à cette évaluation internationale du niveau RSE des entreprises, or depuis pas mal d'années. Et puis depuis cet été, on est quand même vachement content, on est ISO 14001. Et ça, c'est un ISO environnemental qui montre que tout ce qu'on fait sur nos sites de production est plutôt vachement bien pour la planète. Et puis, pour conclure, j'aurais peut-être même pu garder que ces 2 dernières slides. Je vais vous parler d'un truc qui n'a pas grand-chose à voir avec la cosmétique, comme quoi, qui va nous rapporter aucun business et qui nous fait juste plaisir. On a rencontré, c'était pendant le Covid, un gars qui s'appelle Jérémy Gobet, qui est un artiste, et qui a créé une organisation, un organisme, une société, enfin un label, je ne sais pas comment c'est, qui s'appelle Corail Artefact. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et ce qu'il a derrière la tête. Ce gars, c'est un artiste qui fait des œuvres monumentales, beaucoup autour de la broderie et des dentelles, cherchez le mot. Et puis, ce gars, il a fait aussi de la science. Et puis en faisant de la science, il a travaillé sur les coraux. Et puis il les trouvait vachement beaux, les coraux. Il s'est dit, mais je ne peux pas un jour mixer l'art et la science. Et puis un jour, il visite l'usine de fabrication du Puy-en-Velay qui fait de la dentelle de Puy-en-Velay. Et puis en regardant la dentelle de Puy-en-Velay, il s'est dit, mais c'est incroyable, ça ressemble à des motifs de corail. Donc ça, un petit peu, la voilà en rouge, la dentelle de Puy-en-Velay. Il se dit, mais tout le monde essaie de fixer des coraux sur quelque chose. J'ai appris que les coraux sont attirés par quelque chose, des substrats qui ressemblent aux soies, au corail. Et si je faisais des supports qui ressemblaient aux coraux, si je prenais de la dentelle de Puy-en-Velay, il prend de la dentelle de Puy-en-Velay et il travaille avec des scientifiques et qui montrent qu'en effet, les fixations des baby corail sont extra et que ça pousse beaucoup mieux. Waouh, pas mal. Bon, c'est un peu cher, mais l'idée marchait bien. Et puis après, on s'est dit, on va faire nous on s'est dit, oui, mais c'est attiré aussi par les autres coraux ou par la couleur. Et là, on se rencontre, il me raconte ça, il me dit, t'as pas des coproduits de corail végétal, un truc comme ça? Et je lui dis, si, j'ai Jania Rubin, c'est mon petit pompon là. Le petit pompon là où on fait l'extrait, et forcément, il reste de la biomasse après l'extrait. Légèrement coloré, en rose, très calcifié. Et on s'est dit, on allait inclure dans ces dentelles, c'est ce qu'on a fait, on a tissé de la dentelle, avec des coproduits de poudre de Jania Rubens, avec des extraits également, enfin on a fait tout un programme de science, qui montre que finalement c'est le coproduit broyé inclus dans la dentelle qui donne le meilleur résultat. Et puis on s'est dit après, ouais mais la dentelle, c'est du coton, c'est sûr c'est biodégradable, mais et si on travaillait sur autre chose? Alors, tout à l'heure, Roland parlait de Polymaris. Il faut savoir que Codif détient 65% de Polymaris, donc on travaille sur beaucoup de programmes. Et on travaille particulièrement sur un programme de production de polyhydroxyalcanoate, qui sont des polymères produits par des bactéries marines pour faire des réserves énergétiques, qui sont des polyesters biodégradables et qui peuvent remplacer, à un prix qui pour l'instant n'est pas concurrentiel, un certain nombre de produits plastiques. Sauf que, et on s'est dit, il serait trop top, ça serait de bio-imprimer la dentelle du Puy-en-Velay
avec nos polyhydroxyalcanoates, enfin certains. Sauf qu'il fallait en avoir, ça on en a, parce qu'on en produit plusieurs dizaines de kilos par semaine. Mais ça fallait que ça se formule. Donc là aussi, parce que le plastique, ça se formule. Hein. Vous savez, on ne savait pas du tout. Donc il a fallu travailler pour formuler des joncs, ces rouleaux là qui rentrent dans les impressions 3D ou dans les impressions. On les a formulés, parfois avec des coquilles d'huîtres. Hein. On a beaucoup parlé d'huîtres ce matin, parfois d'autres choses. Mais là, on l'a formulé avec nos coproduits de Genia. Et aujourd'hui, on a bio-imprimé des dentelles de puits-en-velay et des supports à base de polyhydroxyalcanoate, biodégradable, à base de Genia, et l'expérience est en cours. Donc, c'est fini. Je suis dans les temps. Je voulais juste en fait faire ce témoignage où on commence à regarder, on s'inspire, on trouve ça génial, on essaie de le respecter au mieux, et au final, par un programme comme Corail Artefact, on renvoie la balle à Dame Nature. Et c'est ça qu'il faudrait avoir dans nos métiers, et je vous le souhaite, vous les petits jeunes, là. Vous aurez encore plus de moyens que nous pour le faire, donc faites-le. Merci. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Il y a des questions. Ah. Donc merci Romuald pour la présentation, c'était très intéressant. J'avais une question qui rejoint aussi une question du public par rapport à toutes ces démarches et méthodologies que Codif met en place. Sur quoi vous vous basez? Sur quels paramètres vous vous basez pour déterminer aussi l'impact que ça peut avoir, les activités de façon générale, sur l'environnement marin? Ouais. Alors, en théorie, on doit toujours faire une étude d'impact sur la biodiversité. Hein, c'est le principe de base, il est là. C'est-à-dire que je vais prélever une algue. Comment l'environnement dans lequel elle vit va évoluer en continuant à la prélever. Hein, voilà. Donc, macroscopiquement, ça s'étudie facilement. C'est-à-dire que nous, tous les ans, sur les zones de production, on renote comment les champs ont évolué, les surfaces, les aspects, plus ou moins d'épiphytes, etc. S'il y a d'autres espèces invasives, est-ce que ces espèces invasives, c'est de notre faute ou pas de notre faute? Parce que ça peut être pas de notre faute. Il y a 0,1 degré de différence. Hein. On se rend compte que les zones bougent. Le seul point aujourd'hui qu'on n'évalue pas, c'est tout ce qui est microscopique. Voilà. Et c'est pour ça que ce rinçage sur place est une méthodologie pragmatique pour nous permettre de dire l'impact il sera le moindre. Voilà. Ouais. Moi, je te vois. Okay, tu vois, tu ne le voyais pas. Ouais. Non, c'est Roland qui ne le voyait pas, mais c'est une question de... Merci pour cette belle présentation. Des sociétés comme LVMH, par rapport au réchauffement climatique, ouais. ils inventent des vignes qui vont pousser en Angleterre, par exemple. Ouais. La question que j'ai pour toi est comment tu vois l'impact du réchauffement climatique sur les algues? Est-ce que tu vois qu'il y a une prolifération de mauvaises algues? Est-ce que tu vois des nouvelles espèces qui arrivent ou les bonnes algues qui... Et comment ta société anticipe, en quelque sorte, le réchauffement climatique? En fait, aujourd'hui, on voit de nouvelles espèces qui apparaissent. Parfois des variétés, mais restons au niveau des espèces, hein, c'est déjà plus simple. Dans des zones où on ne les avait pas avant. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce n'est pas nous qui les générons par la récolte? C'est la première chose. Mais globalement, c'est plus des espèces du sud qui montent vers le nord. Il faut savoir qu'on a aussi une entreprise dans le sud de Porto, sur la côte atlantique, où on cultive un certain nombre de macroalgues et qui aujourd'hui, on ne peut plus les cultiver. Donc c'est un peu pour ça qu'on a plusieurs spots. On a le Portugal, on a la Bretagne et on va certainement penser à des spots un petit peu plus hauts. Pour que finalement ces évolutions de la température, on ne soit pas là pour faire des OGM de l'algue qui s'acclimate, mais on soit plus à faire, ayons plus une... Il y a les théories migratoires où tout le monde va bouger sur Terre pour aller chercher des climats différents. Les algues, elles le font déjà. Et nous allons tranquillement s'installer pour les attendre et leur mettre un endroit propice parce qu'on n'y peut pas grand-chose. Si, on y peut quand même quelque chose. En faisant nos bilans carbone, 1, 2, 3,
soleil, et des actions. C'est sûr que c'est utopique de dire que nous, petites PME, on va avoir un impact vachement important sur le bilan carbone de toute la planète. Mais si on raisonne comme ça, on ne fait rien. Donc, il y a des actions très claires, par exemple, qui nos 6000 tonnes, scope 3, on sait, par un certain nombre de changements, qu'on peut descendre déjà facilement à 4500. Donc, tout ça, ça va contribuer naturellement à un tassement, mais ça n'empêchera pas qu'il y aura des migrations. Par contre, des grosses contaminations de trucs qui arrivent et qui flinguent tout, sauf des années particulières liées à une évolution de climat, un hiver un peu plus chaud, où il y a des mollusques qui viennent se mettre sur l'Undaria et qui bouffent tout, etc. Mais c'est ce que tu as dans ton jardin. Voilà. Okay, merci. Me vois-tu, Roland? Oui, j'ai enlevé mes lunettes. J'avais une question. Tu as évoqué le contrôle par l'extérieur qui est important. Ouais. Et tu as parlé aussi de traçabilité. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous faites sur Codif là-dessus? Donc il y a plusieurs niveaux de traçabilité. Il y a la traçabilité qu'on va décrire logique et évidente, où tu dois savoir quel jour tu as prélevé l'algue, où tu l'as prélevé, comment, par qui. D'accord ? Nous, on demande jusqu'à la position GPS à nos récoltants. Hein, parce qu'il faut savoir qu'un certain nombre de nos clients maintenant commencent à nous demander ça. Donc, nous, on le fait depuis 20 ans, mais certains clients commencent à nous le demander. C'est une preuve de ce que je raconte, c'est vrai. Je dis que c'est en Bretagne ou au Portugal, peu importe, et c'était fait là. Et puis ça a une importance aussi, parce que s'il y a des problèmes qualité, d'évolution, etc., on sait d'où ça vient, c'est la même chose. C'est un numéro de lot. Et puis il y a des évolutions très fortes de traçabilité, qui sont plus des traçabilités descendantes, pour connaître là où ton produit, tes ingrédients ont été fabriqués, quelles sont toutes les étapes, un peu du type Trace ou Transparency One, de certains qui avaient été initiés par Chanel, ou sur un ingrédient... je sais pas, Jania Rubens Extract, N-glycérine, voilà. Je dois déterminer et dire de manière ouverte, ma Jania, elle vient d'où, ma glycérine, elle vient d'où, et ça doit être en open source. Et là, c'est de plus en plus important, enfin, on le vit, tu le vis chez Mibel, on le vit tous, etc. C'est un autre monde où on se doit la vérité. Mais vous tous et toutes, vous voulez la vérité. Hein. On n'est plus dans le monde où on ne dit pas. Non, vous voulez la vérité. Vous voulez avoir confiance dans le produit que vous achetez. Vous voulez que le produit que vous achetez matche avec votre manière de penser le monde. Et c'est pour ça qu'il faut être le plus vrai possible. Parce qu'après, tu adhères ou tu n'adhères pas. Mais la traçabilité descend aussi dans ce domaine-là. Oui, je vais juste compléter aussi par rapport à... Donc là, tu parles de récolte à la main. Ouais. Sur la traçabilité, il y a aussi, en récolte mécanisée, en bateau, il y a une traçabilité aussi très forte, avec le point GPS, le positionnement exact du bateau. Et sur des laminaria digitata, par exemple, il y a des algues qu'on récolte par bateau avec le Scooby-Doo, et ensuite qui sont laissées pendant 7 ans à la repousse pour... Oui, sur de la jachère. Voilà, exactement. Ouais. Donc, je veux juste préciser aussi, sur des récoltes mécanisées, il y a tout ce système de traçabilité qui est aussi mis en place et qui est indispensable pour l'activité. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ces programmes de grandes algues faisant les polysaccharides food sont déjà vachement contrôlés. Et c'est ça la chance que l'on a dans ces polysaccharides-là. Alors que là, si je veux faire n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi. C'est un peu ça là. Ok, merci. Merci à tous.